y a plus de 400 000 ans, des figures robustes parcouraient les paysages glacés de l'Europe et de l'Asie occidentale. Elles affrontaient un monde de défis extrêmes, façonnés par des ères glaciaires implacables et des transformations tectoniques incessantes. C'étaient les Néandertaliens, nos plus proches parents éteints. Pendant des siècles, ils sont restés enveloppés de mystères, leur vie dissimulée sous des couches de sédiments et de givre. Il y a environ 40 000 ans, le dernier Néandertalien a foulé la Terre. Il était le dernier représentant de cette lignée évolutive. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques et à des découvertes fascinantes, nous commençons à reconstruire leurs histoires et à comprendre qu'ils étaient bien plus que de simples survivants des rigueurs préhistoriques. Pour comprendre qui étaient les Néandertaliens, il faut remonter au début, aux origines du genre Homo. Apparu en Afrique il y a environ 3 millions d'années. L'histoire des hominidés est complexe, une mosaïque d'espèces ayant coexisté, rivalisé et parfois même croisé leurs lignées. Parmi ces espèces, les Néandertaliens se distinguent non seulement par leurs caractéristiques physiques uniques, mais aussi par l'héritage qu'ils ont laissé dans les archives fossiles et en nous. Tout commence dans l'immensité des savanes africaines, un continent riche en diversité écologique, berceau de notre espèce. Là, il y a environ 2,5 millions d'années, apparut le premier représentant du genre Homo, Homo habilis, dont le nom signifie « homme habile ». Tandis que Homo habilis prospérait, les pressions environnementales et les changements climatiques poussaient de l'évolution dans de nouvelles directions. Il y a environ 1,9 million d'années, une espèce fit son apparition, Homo erectus, qui allait transformer à jamais le paysage évolutif. Ce fut la première espèce du genre Homo à quitter l'Afrique, s'engageant dans un voyage qui les mènerait jusqu'en Asie et en Europe. Mais l'évolution ne s'arrêta pas là. Tandis que Homo erectus explorait de lointains territoires, d'autres espèces du genre Homo apparaissaient et se développaient ailleurs dans le monde. Parmi elles, Homo heidelbergensis. Une espèce ayant vécu entre 700 000 et 200 000 ans. On la considère souvent comme le chaînon entre Homo erectus et les espèces plus récentes comme les Néandertaliens et les humains modernes. De cette espèce se sont différenciées deux grandes lignées évolutives. En Europe et en Asie de l'Ouest, Homo neanderthalensis, connu sous le nom de Néandertalien, a évolué. En Afrique, une autre lignée a vu naître Homo sapiens, notre espèce. Loin de l'image populaire d'hommes des cavernes brutaux et primitifs, les Néandertaliens étaient incroyablement adaptables. Ils occupaient des milieux allant de la toundra glacée d'Europe aux régions chaudes et arides du Moyen-Orient. Cette capacité d'adaptation nécessitait de l'ingéniosité, de l'intelligence et de la résilience. Des outils sophistiqués, des preuves de pratiques culturelles, voire des traces d'art et d'ornement. Lejos de la imagen popular de hombres de las cavernas brutos y primitivos, suggère qu'ils étaient capables de bien plus que ce que nous avions imaginé. Leur campement était soigneusement planifié. Ils choisissaient des lieux proches de points d'eau où les animaux passaient inévitablement. Là, ils allumaient des feux pour cuisiner, se réchauffer et repousser les prédateurs. Le terrain était nettoyé et organisé pour loger confortablement le groupe, tandis que les outils et ustensiles étaient méticuleusement rangés. Cette organisation suggère que, malgré leur vie nomade, les Néandertaliens possédaient une structure sociale complexe et coopérative. Les clans étaient petits, composés de quelques dizaines d'individus. La densité de population était extrêmement faible, avec seulement 0,02 habitants par kilomètre carré. Cela signifiait que rencontrer un autre groupe était un événement rare, mais crucial. Ces rencontres étaient probablement célébrées avec des festins, de la musique, voire l'usage de substances hallucinogènes, des pratiques que l'on retrouve aussi dans des sociétés plus récentes. Ces moments d'interaction permettaient l'échange de savoir, de techniques et surtout de gènes, contribuant à éviter la consanguinité
et à renforcer la diversité génétique des clans. Les Néandertaliens ont émergé durant une époque glaciaire, le Pléistocène. Pendant cette période, des phases glaciaires et interglaciaires ont façonné le paysage de l'Eurasie. Lors des glaciations les plus intenses, de vastes régions d'Europe étaient recouvertes de glace épaisse de plusieurs centaines de mètres, les rendant inhabitables. Cependant, autour de ces glaciers, des zones humides et fertiles se formaient en été, avec de longs jours permettant la croissance des plantes et attirant de grands troupeaux d'animaux comme les mammouths et les bisons. C'est dans cette savane glacée que les Néandertaliens ont démontré leur endurance et leur compétence de survie. Mais que savons-nous de leur mode de vie? Leurs outils, souvent associés à la culture moustérienne, étaient le fruit d'une planification minutieuse. Grâce à des techniques avancées de taille de pierre, ils créaient des lames tranchantes et des outils multifonctionnels. Ces outils étaient essentiels à leur survie, leur permettant de chasser de grandes proies, comme les mammouths et les rhinocéros laineux, des géants dominants du Pléistocène. On peut commencer à imaginer des scènes de la vie quotidienne. Une petite communauté néandertalienne réunie autour d'un feu. Le feu, découverte révolutionnaire pour la survie humaine, était pour eux bien plus qu'une source de chaleur et de lumière. C'était un point de rassemblement. Une protection contre les prédateurs et peut-être même un espace d'échange de récits et de souvenirs. Dans des grottes à travers l'Europe, comme celle de Shanidar en Irak ou de la Chapelle aux Saints en France, nous avons trouvé des vestiges indiquant un soin apporté aux morts, des signes suggérant qu'ils pratiquaient peut-être des rituels ou avaient des croyances. Peuple de glace, les Néandertaliens étaient une espèce façonnée par cet environnement extrême. Leurs adaptations physiques incluaient des corps robustes, un thorax large et des membres courts pour minimiser la perte de chaleur. Leur visage possédait des narines larges, probablement pour réchauffer l'air froid avant qu'il n'atteigne les poumons. Mais leurs adaptations n'étaient pas uniquement biologiques. Ils maîtrisaient l'usage du feu, essentiel pour la cuisson, le chauffage des abris et la défense contre les prédateurs. Des outils en pierre comme les lances et bifaces servaient à chasser et à traiter les aliments. La coopération en groupe était vitale pour survivre dans un milieu si hostile. Mais qui étaient les Néandertaliens d'un point de vue biologique? Ils possédaient des crânes plus grands que les nôtres, hébergeant des cerveaux volumineux, parfois plus gros que ceux des humains modernes. Leur corps était compact et puissant, parfait pour conserver la chaleur. Leurs arcades sourcilières proéminentes, leur nez large et leurs os denses sont des marques distinctives. Pourtant, ces différences ne nous éloignent pas tant qu'on le pensait. Les études génétiques ont révolutionné notre compréhension des relations entre Néandertaliens et Homo sapiens. En 2010, les scientifiques ont annoncé un fait extraordinaire, le séquençage du génome néandertalien. L'analyse a révélé que de nombreux humains modernes portent des traces d'ADN néandertalien, preuve que nos espèces ont coexisté et se sont croisées. Mais malgré leur affinité avec le froid, tous les Néandertaliens ne vivaient pas dans des régions glacées. En Méditerranée et au Moyen-Orient, ils affrontaient des climats plus chauds et secs. Ces environnements variés démontrent leur capacité d'adaptation à divers écosystèmes. Les différences étaient aussi culturelles. Les outils, les techniques de chasse, les habitudes alimentaires et les types d'abris variaient selon les régions. Cela soulève une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Il est possible que les Néandertaliens, avec leur diversité culturelle et biologique, aient eu des réponses très différentes des nôtres à cette question. Et pourtant, la question persiste. S'ils étaient si proches de nous, pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi en un laps de temps relativement court, les Néandertaliens se sont-ils éteints tandis que nous avons prospéré? La réponse est complexe. De nombreux facteurs ont pu jouer un rôle. La concurrence avec Homo sapiens, arrivé en Europe il y a environ 45 000 ans, est une hypothèse.
Les humains modernes apportaient des innovations technologiques et des stratégies de survie qui ont pu leur donner un avantage décisif. Les Néandertaliens chassaient une grande variété d'animaux selon le climat et l'habitat. Pendant les périodes glaciaires, dans les vastes toundras, ils chassaient des mammouths laineux, des rhinocéros laineux et des bisons. Ces géants étaient des ressources vitales, fournissant de la nourriture pour des semaines, voire des mois. Durant les interglaciaires plus tempérés, avec l'expansion des forêts, ils chassaient cerfs, élans, sangliers et même des petits mammifères comme les lièvres et les castors. Même si les grands animaux étaient préférés pour leur viande abondante, leur chasse restait risquée. Les Néandertaliens ne disposaient pas d'armes sophistiquées comme celles qui apparaîtront plus tard. Ils dépendaient de lances en bois, puis de lances à pointe de pierre taillée. Ces armes étaient lancées à distance ou utilisées pour des attaques directes, nécessitant force et précision pour capturer des proies aussi imposantes que les mammouths ou les bisons. Les Néandertaliens employaient des stratégies collectives. Les preuves archéologiques suggèrent qu'ils travaillaient en groupe bien coordonnés, conduisant les animaux vers des pièges naturels comme des falaises, où ils pouvaient les encercler et les abattre plus facilement. Sur des terrains plus plats, il existe des indices d'embuscade planifiés où les chasseurs se cachaient jusqu'à être suffisamment proches pour attaquer en synchronie. La chasse nécessitait également une lecture précise de l'environnement. Les traces, les excréments et les schémas de déplacement des animaux étaient observés attentivement. Les empreintes indiquaient la taille de l'animal. Tandis que les marques d'usure sur les buissons et les branches signalaient les routes migratoires. Avec ces informations, les Néandertaliens planifiaient le moment exact pour agir. Cette connaissance approfondie des comportements de la faune autour d'eux se transmettait de génération en génération, faisant d'eux de véritables maîtres de la survie dans un monde où prédateurs et proies rivalisaient pour des ressources limitées. Une fois la proie abattue, les Néandertaliens procédaient au traitement de la viande avec une grande efficacité. Ils utilisaient des outils en pierre taillée, connus sous le nom de grattoirs et de lames, pour démembrer les animaux et séparer la viande des os. Les preuves trouvées dans des sites archéologiques montrent des marques précises sur les squelettes des proies, indiquant des techniques de coupe qui maximisaient l'utilisation des ressources. Les os longs étaient brisés pour extraire la moelle osseuse, une source riche en nutriments. Même la graisse stockée dans les cadavres était consommée, surtout pendant les périodes les plus froides où le corps avait besoin de plus d'énergie pour supporter les basses températures. Parmi les animaux plus petits, les lièvres et les oiseaux étaient capturés à l'aide de pièges ou de filets rudimentaires. Bien que la chasse aux petits animaux soit moins fréquente, elle jouait un rôle crucial lorsque les grands herbivores se faisaient rares. Dans ces cas, les Néandertaliens complétaient leur alimentation avec d'autres aliments disponibles, comme des fruits, des racines et des noix. Cependant, les analyses chimiques des fossiles néandertaliens indiquent qu'environ 80% de leur régime alimentaire provenait de sources animales, ce qui démontre leur dépendance à la chasse. Malgré leur réputation de chasseurs d'animaux terrestres, il existe aussi des preuves que les Néandertaliens exploitaient les ressources aquatiques. Dans les régions côtières, ils pêchaient du poisson et récoltaient des mollusques et crustacés. Ces activités demandaient des techniques différentes, comme l'utilisation d'outils pour ouvrir les coquilles ou le lancer de pierres pour capturer les poissons dans les eaux peu profondes. Cependant, l'exploitation de ces ressources était probablement limitée par la difficulté d'accès et l'imprévisibilité de l'environnement aquatique. L'impact des Néandertaliens sur la faune de leur époque était significatif, mais pas dévastateur. Contrairement aux pratiques de chasse intensive qui émergeront avec les civilisations modernes, les Néandertaliens semblaient comprendre la nécessité d'un équilibre. Ils chassaient juste assez pour couvrir leurs besoins immédiats, évitant l'épuisement des ressources locales.
Cet équilibre pouvait être autant une question de survie qu'une conséquence de leur mode de vie, qui les poussait à chercher de nouvelles zones avant que les ressources locales ne soient complètement épuisées. Au fil des millénaires, les techniques de chasse des Néandertaliens ont continué d'évoluer. L'amélioration de leurs outils, le développement de stratégies plus efficaces et la transmission des connaissances de génération en génération leur ont permis de s'adapter aux changements de l'environnement et aux fluctuations dans la disponibilité des proies. Cette capacité d'adaptation fut essentielle à leur survie dans un monde en constante transformation. Il y a environ quelques dizaines de milliers d'années, les Homo sapiens commencèrent à migrer vers l'Eurasie, entrant en contact avec les Néandertaliens. Cette rencontre fut marquée par la collaboration, la compétition et surtout l'hybridation. Les études génétiques montrent que les populations hors d'Afrique portent entre 1 et 2% d'ADN néandertalien, preuve qu'il y eut des relations entre les deux espèces. Cet échange génétique perpétue une partie des Néandertaliens en nous, mais suggère aussi qu'ils n'étaient pas si différents de nous qu'on le pensait, intelligents, habiles et profondément humains. Mais d'autres facteurs entrent en jeu. Les changements climatiques abrupts à la fin du Pléistocène ont pu réduire drastiquement les ressources disponibles. Les Néandertaliens, très adaptés à des conditions spécifiques, ont peut-être eu du mal à s'ajuster à un environnement en transformation. Certains scientifiques suggèrent également que la faible diversité génétique des Néandertaliens a pu jouer un rôle crucial dans leur extinction. Leur population était déjà petite et dispersée, ce qui les rendait vulnérables à des événements catastrophiques comme des maladies ou des désastres naturels. Mais la véritable réponse ne réside peut-être pas dans un seul facteur, mais dans la combinaison de tous. Les Néandertaliens ont fait face à des pressions immenses, tant externes qu'internes, qui ont ensemble mené à la fin de leur lignée. Aujourd'hui, alors que nous creusons plus profondément dans les sites archéologiques et analysons les traces génétiques, les Néandertaliens commencent à sortir de l'ombre. Ils ne sont plus seulement des reliques d'un passé lointain, mais des protagonistes d'une histoire qui est aussi la nôtre. Mais il y a environ 300 000 ans, un événement remarquable se produisit. L'émergence d'une technique connue sous le nom de technique levalloisienne, ou technologie du mode 3, qui transforma profondément la manière dont les premiers humains et les Néandertaliens interagissaient avec le monde qui les entourait. Cette innovation se diffusa sur de vastes régions d'Europe centrale et du nord de l'Afrique. Elle révéla non seulement l'ingéniosité de nos ancêtres, mais aussi leur capacité croissante d'adaptation. Au début, la fabrication d'outils était instinctive et chaotique, sans stratégie claire. Pour exploiter au mieux le matériau disponible, il suffisait de casser une pierre et d'utiliser les fragments les plus tranchants. Mais la technique levalloisienne changea cela. Pour la première fois, nos ancêtres commencèrent à travailler la pierre avec un but délibéré, maximisant son efficacité et sa fonctionnalité. Cette technologie ne naquit pas en un seul point sur la carte. Elle fleurit de manière indépendante dans différentes régions, comme une solution inévitable au défi de la survie. Bien qu'elle soit souvent attribuée aux Néandertaliens, les premiers humains anatomiquement modernes adoptèrent aussi cette technique, élargissant son impact. Avec le temps, les Néandertaliens atteignirent un nouveau niveau de compétences techniques. Leurs outils n'étaient plus des adaptations improvisées, mais le résultat d'une planification méticuleuse. C'était l'essence même de la technologie des nucléus et des éclats. Imaginez un nucléus de pierre, un morceau brut sans forme. Pour les Néandertaliens, ce nucléus représentait une opportunité. Ils façonnèrent sa surface avec précision, créant une forme rappelant la carapace d'une tortue. Ensuite, d'un coup précis, ils extrayaient un grand éclat préférentiel, long, tranchant et incroyablement efficace. Ce processus, appelé réduction, fut révolutionnaire. Les Néandertaliens découvrirent comment optimiser l'usage du matériau brut, tirant le meilleur parti de chaque fragment. L'éclat obtenu n'était pas seulement un outil tranchant,
mais une solution multifonctionnelle avec laquelle ils pouvaient abattre des animaux, dépecer des proies et même façonner le bois pour créer des lances létales. Cela fit toute la différence. Tandis que les haches de pierre utilisées auparavant étaient des outils génériques, les éclats levallois étaient spécialisés, fins, précis et faciles à réaffûter. Ils représentaient l'avenir de la technologie lithique. La technique levallois permit aussi une grande mobilité, réduisant le besoin de transporter de grandes quantités de matière brute. Avec un seul nucléus bien travaillé, ils pouvaient produire divers éclats, couvrant leurs besoins immédiats et prolongeant l'utilité de leurs ressources. Cette efficacité fut cruciale pour leur survie dans des environnements hostiles et imprévisibles. En étudiant de plus près les vestiges de leur culture matérielle, notamment leurs outils en bois, une nouvelle histoire émerge, celle de l'ingéniosité face à l'environnement et d'une capacité surprenante d'innovation, témoignant clairement que les Néandertaliens étaient bien plus que ce qu'on imagine au premier abord. Les outils en bois qu'ils créaient représentent une étape majeure dans la compréhension de ce que nous appelons la technologie primitive. Contrairement aux outils en pierre qui résistent au temps, les objets en bois, fragiles et périssables, se perdent généralement dans l'histoire. Pourtant, dans certains cas exceptionnels, la nature a coopéré pour préserver ces reliques dans des sédiments spécifiques, nous transmettant des fragments de leur savoir-faire artisanal. Parmi ces découvertes, les incroyables lances de Schöningen, découvertes en 1994, sont une référence. Datées de plus de 300 000 ans, ces lances sont considérées comme les plus anciens outils en bois jamais trouvés. Leur existence nous transporte à une époque lointaine, révélant l'ingéniosité des premiers Néandertaliens, ou peut-être des derniers Homo erectus. Qu'est-ce qui rend ces outils si spéciaux ? La réponse se trouve dans les détails. Fabriquées à partir d'arbres comme l'épicéa et le pin, les lances furent soigneusement sculptées pour exploiter au maximum la résistance et la flexibilité naturelle du bois. Les artisans de l'époque, sans accès aux métaux, utilisaient des pierres tranchantes pour façonner chaque pièce. Les pointes, habilement taillées, étaient créées à partir de la base des arbres, la partie la plus dense et résistante. Ce choix n'était pas aléatoire. Il garantissait que les lances soient assez robustes pour percer la chair de grandes proies ou même pour se défendre contre des prédateurs menaçants. Chaque lance avait un but précis. La lance numéro 6, par exemple, se distinguait par sa courbure naturelle, indiquant qu'elle était conçue comme une arme de perforation efficace en combat rapproché ou pour la chasse à courte distance. D'autres lances avaient un design aérodynamique, avec le poids concentré à l'avant, idéal pour être lancé avec précision. Des expériences modernes avec des répliques de ces lances montrent que la lance numéro 2 pouvait être lancée à une distance impressionnante de 20 mètres, une arme non seulement efficace mais aussi sophistiquée, démontrant une profonde compréhension de la physique et de l'aérodynamique. Ces découvertes offrent une vision fascinante de la vie quotidienne des Néandertaliens. Leurs lances étaient plus que des outils. Elles étaient des prolongements de leur survie, des instruments de chasse, de défense et même de statut social au sein du groupe. Et ce ne sont pas que les lances qui impressionnent. Sur le même site furent trouvés des bâtons de jet, des objets en bois plus courts, d'environ 60 à 80 cm, utilisés pour chasser de petits animaux ou même pour diriger des troupeaux de proies plus grandes vers des pièges. D'autres découvertes, comme des bâtons carbonisés, suggèrent que les Néandertaliens maîtrisaient aussi des techniques de cuisson. L'un de ces bâtons a été interprété comme une brochette utilisée pour griller la viande au feu. Ces petits détails montrent que, malgré leur apparence rudimentaire, leur vie était pleine de complexité et d'intentionnalité. Et puis il y a la question des manches. Beaucoup de ces objets en bois présentaient des encoches spécifiques, suggérant qu'ils servaient de support pour des outils en pierre. Un manche en bois combiné à une lame tranchante devenait un couteau primitif mais efficace.
Ces manches, bien que simples, étaient un exemple d'innovation. La combinaison de matériaux différents, bois et pierre, témoigne d'une compréhension de l'amélioration des performances de leurs outils. Une preuve claire que les Néandertaliens n'étaient pas de simples utilisateurs passifs de leurs ressources, mais des inventeurs habiles, capables d'intégrer différents éléments dans une seule création. Qu'en est-il de la lance de Clacton, découverte sur la côte anglaise et datée d'environ 420 000 ans? Elle est considérée comme l'outil en bois le plus ancien, attribué à un ancêtre des Néandertaliens. Bien que sa pointe unique ne permette pas de déterminer si elle était conçue pour être lancée ou pour percer, elle représente sans aucun doute une avancée significative dans la technologie de chasse. Le site d'Abric Romani a, quant à lui, apporté une contribution singulière à notre compréhension des outils en bois des Néandertaliens. Bien que la plupart des objets se soient décomposés, le travertin a préservé des impressions détaillées de beaucoup d'entre eux. Parmi les découvertes, on trouve des objets plats semblables à des assiettes, un grand poteau de 5 mètres, et même des moules de ce qui ressemble à un couteau ou une pelle. Ces impressions nous donnent des indices sur la diversité des objets créés. Certains de ces outils auraient pu servir à creuser, tandis que d'autres, plus énigmatiques, pourraient avoir eu des usages que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Pour les Néandertaliens, la famille constituait le noyau de leur existence. La vie en groupe offrait protection, partage des ressources et soins mutuels. Les preuves montrent qu'ils prenaient soin de leurs malades et de leurs anciens, ce qui révèle un profond sens de la communauté et de l'empathie. Les aînés jouaient un rôle crucial en transmettant leurs connaissances sur les techniques de chasse, les cycles naturels et les histoires du clan. Ils étaient de véritables bibliothèques vivantes, dont la sagesse accumulée augmentait les chances de survie du groupe. L'enfance chez les Néandertaliens était brève et exigeante. Les études indiquent qu'ils se développaient plus rapidement que les Homo sapiens. Leurs dents de lait étaient remplacées plus tôt et la maturité sexuelle atteinte plus rapidement. Ce cycle de reproduction accélérée reflétait une espérance de vie relativement courte, avec peu d'individus dépassant les 45 ans. Les femmes semblaient avoir une anatomie facilitant l'accouchement, mais cela ne garantissait pas la survie des nouveau-nés. Au contraire, l'enfance était une période d'apprentissage intense et périlleux, où les compétences essentielles à la vie adulte devaient être acquises rapidement. Malgré leur apparence robuste et les conditions difficiles dans lesquelles ils vivaient, les Néandertaliens n'étaient pas des brutes primitives. Ils faisaient preuve de capacités cognitives avancées et d'une sensibilité artistique impressionnante. Des outils complexes, des ornements personnels et même des traces de peinture rudimentaires montrent qu'ils possédaient une culture riche et variée. Leur relation avec l'environnement allait bien au-delà de la simple survie. Ils comprenaient et interagissaient avec la nature d'une manière que nous commençons seulement à saisir. Vêtements. Bien que les preuves directes des vêtements néandertaliens aient disparu avec le temps, ce que nous savons aujourd'hui est le fruit d'une recherche minutieuse. Les matériaux organiques, comme les peaux et les tissus, résistent rarement au passage des millénaires. Cependant, les scientifiques modernes ont réussi à dévoiler des secrets fascinants à travers des indices indirects, dressant un portrait détaillé de la manière dont ces hominidés pouvaient se protéger du froid. Tout commence avec les marques de découpe trouvées sur les os des animaux chassés par les Néandertaliens. Ces marques révèlent qu'en abattant leur proie, ils ne cherchèrent pas seulement la viande, ils détachaient soigneusement la peau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les outils en pierre usés par l'usage racontent leur propre récit. Ils suggèrent que les Néandertaliens maîtrisaient l'art de transformer les peaux brutes en matériaux utilisables. Ces outils étaient utilisés de manière si constante et méticuleuse que les chercheurs peuvent même distinguer ceux utilisés pour traiter des peaux fraîches de ceux destinés à des peaux déjà sèches. Et, fait surprenant, les dents des Néandertaliens elles-mêmes fournissent des indices. L'usure sévère observée sur les dents de nombreux individus prouve qu'ils utilisaient leur bouche comme un outil,
maintenant fermement les peaux entre leurs dents pendant qu'ils y travaillaient, une méthode ingénieuse et efficace pour manipuler un matériau aussi résistant. Dans les régions les plus froides, où l'usage de vêtements était essentiel, les dents des Néandertaliens montrent une usure encore plus marquée. Ce détail renforce l'idée que dans ces zones, la fabrication de vêtements était une priorité constante. Mais le processus de préparation des peaux était loin d'être simple. La première étape nécessitait une attention immédiate, l'élimination de la graisse et des tissus musculaires des peaux fraîchement obtenus. Sans cela, les peaux pourrissaient rapidement. Cette tâche était laborieuse et physiquement exigeante, ce qui explique l'usage intensif de racloirs en pierre, des outils simples mais incroyablement efficaces permettant de nettoyer la peau avec précision. Une fois nettoyées, les peaux devaient être séchées, au soleil près d'un feu ou dans une grotte sèche. Mais un problème se posait. Les peaux sèches devenaient dures et rigides, presque comme du bois. Pour les rendre de nouveau utilisables, un travail supplémentaire était nécessaire. Ce processus commençait par un trempage dans l'eau, étape essentielle pour restaurer leur souplesse. Ensuite, les peaux étaient souvent étirées manuellement pour les assouplir davantage. Mais les Néandertaliens allaient encore plus loin. Ils utilisaient des substances grasses. La graisse animale, y compris la moelle osseuse, ou même le cerveau, était appliquée sur les peaux. Ce traitement non seulement les assouplissait, mais les rendait aussi imperméables. Il est fascinant d'imaginer comment cette pratique est née, fruit de l'expérimentation ou d'un savoir transmis au fil des générations. Un autre procédé, optionnel mais probablement utilisé par les Néandertaliens, était la fumaison. Fumer les peaux augmentait considérablement leur durabilité et leur longévité. Le processus consistait à les exposer à la fumée, ce qui les rendait non seulement plus résistantes, mais les protégeait aussi contre les parasites et les bactéries. Cette technique, bien que non indispensable, était un raffinement révélant à quel point ces hominidés étaient habiles dans la gestion des ressources naturelles. Mais l'aspect le plus fascinant de cette histoire provient de découvertes faites sur des sites comme Neumark Nord, où les chercheurs ont trouvé des indices suggérant que les Néandertaliens auraient pu élever le travail du cuir à un niveau encore plus sophistiqué, la production de cuir tanné. Ce processus impliquait le traitement des peaux avec des tanins pour stabiliser les protéines et empêcher leur décomposition. Les tanins, extraits de l'écorce d'arbres comme le chêne ou le châtaignier, étaient bouillis pour produire une solution dans laquelle les peaux étaient immergées. En plus de prolonger la durée de vie du matériau, ce procédé colorait aussi les peaux d'une teinte riche et attrayante. L'idée que les Néandertaliens ne se contentaient pas de survivre, mais prospéraient dans des environnements hostiles, se trouve renforcée par ces découvertes. Ils n'étaient pas seulement des chasseurs efficaces, mais aussi des artisans talentueux, capables de transformer des matières premières en objets essentiels à leur survie. Et même si nous ne saurons peut-être jamais exactement à quoi ressemblaient leurs vêtements, les preuves suggèrent quelque chose de bien plus élaboré que de simples morceaux de peau noués autour du corps. Il est probable que les habits néandertaliens étaient cousus, façonnés et conçus pour maximiser la protection contre le froid et résister à une utilisation quotidienne intense. Ces vêtements, fruits d'un travail ardu et d'un savoir accumulé, ont sans doute été l'un des éléments clés de la survie néandertalienne pendant les périodes glaciaires. Ils leur permirent de résister aux vents glacés et aux températures inférieures à zéro, explorant des territoires autrement inhabitables. C'est une preuve remarquable de leur capacité d'adaptation et de leur ingéniosité. Pourtant, l'histoire de l'habillement néandertalien n'est pas qu'une histoire de survie. C'est aussi une histoire de culture, d'apprentissage et de transmission des savoirs. Chaque outil utilisé, chaque peau travaillée porte en elle un héritage d'innovation et de créativité. Ces pratiques étaient transmises de génération en génération, garantissant que le savoir accumulé ne se perde pas avec le temps. Le travail du cuir, bien qu'il soit souvent invisible dans les récits traditionnels sur les Néandertaliens,
nous offre une fenêtre unique sur leur quotidien. Il révèle non seulement comment ils faisaient face aux défis journaliers, mais aussi comment ils pensaient, planifiaient et s'organisaient en tant que communauté. C'est un puissant rappel que, même dans un monde hostile, ces hominidés étaient capables de créer, d'innover et de surmonter les adversités. Les recherches menées par Wales et d'autres en 2012 offrent une vision plus détaillée de la manière dont les Néandertaliens affrontaient ces conditions climatiques extrêmes. En comparant leurs habitats avec ceux de 245 groupes modernes de chasseurs-cueilleurs, les chercheurs sont arrivés à une conclusion surprenante. Pendant les mois d'hiver, les Néandertaliens devaient couvrir jusqu'à 80% de leur corps pour maintenir une température corporelle adéquate. Ce besoin variait selon la localisation géographique et les conditions climatiques dominantes. En Europe centrale, par exemple, durant les périodes glaciaires, les Néandertaliens auraient dû couvrir plus de 90% de leur corps pour survivre. En revanche, dans les régions plus tempérées de la Méditerranée, même lors des périodes les plus froides, le besoin de vêtements était nettement moindre. De plus, les changements saisonniers et climatiques à long terme auraient eu un impact direct sur la quantité de vêtements portés, générant un cycle constant d'adaptation aux conditions environnementales. Si les données climatiques offrent des indices précieux, le véritable mystère réside dans les vêtements eux-mêmes. Quel type de vêtements ces hominidés portaient-ils? Comment étaient-ils fabriqués? Les réponses à ces questions restent spéculatives, car les matériaux utilisés par les Néandertaliens étaient hautement périssables et résistent difficilement au passage du temps. Il n'existe pas de preuves directes d'aiguilles néandertaliennes dotées d'un châsse, comme celles associées aux cultures humaines modernes. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne créaient pas d'outils en pierre, en os ou en bois, pouvant servir à perforer des peaux et y passer des lanières ou de simples cordes. La simplicité de cette méthode n'en diminue pas l'efficacité, surtout dans un contexte de nécessité extrême. Une découverte fascinante en France a révélé qu'il y a environ 50 000 ans, les Néandertaliens manipulaient déjà des fibres végétales pour créer des cordes tressées. Un petit fragment de corde, fabriqué à partir de l'écorce interne d'un arbre à feuilles persistantes, a été identifié comme un tressage à 3 brins. Bien que fragile et de résistance limitée, cet artefact représente une étape marquante dans l'innovation technologique néandertalienne, suggérant que leur savoir-faire allait bien au-delà des techniques rudimentaires. L'absence de preuves plus nombreuses sur ces technologies s'explique largement par la dégradation naturelle des matériaux organiques au fil des millénaires. Néanmoins, ces découvertes dispersées indiquent que les Néandertaliens avaient une connaissance pratique de leur environnement, exploitant les ressources disponibles pour répondre à leurs besoins. Serait-il possible que les Néandertaliens aient aussi attribué une signification symbolique à leurs vêtements? Nous ne pouvons écarter cette possibilité. Ainsi, les vêtements néandertaliens, invisibles à nos yeux modernes, demeurent un témoignage silencieux de leur ingéniosité et de leur résilience. Ils nous relient à un passé lointain où la survie exigeait non seulement de la force, mais aussi de l'intelligence, de la créativité et une compréhension profonde du monde naturel. Les Néandertaliens, avec leur peau habilement travaillée et leurs outils usés par l'usage, nous montrent que même dans les conditions les plus difficiles, l'esprit humain, ou en l'occurrence l'esprit néandertalien, a toujours trouvé un moyen de s'épanouir. L'héritage des Néandertaliens va bien au-delà de la génétique. Leur histoire est un témoignage de l'incroyable capacité d'adaptation et d'humanité. Ils ont affronté un monde implacable en s'y adaptant avec ingéniosité, force et un profond sens de la communauté. Aujourd'hui, en étudiant leurs ossements, leurs outils et leurs campements, nous ne faisons pas que résoudre les mystères d'une espèce disparue. Nous apprenons sur nous-mêmes, sur nos origines et sur ce que signifie être humain. En regardant vers le passé,
nous voyons en eux un reflet de notre propre humanité. Ils n'étaient pas seulement des survivants, ils étaient des innovateurs, des explorateurs, des protecteurs. Et bien que leur espèce ait disparu il y a des milliers d'années, leur histoire reste vivante, gravée dans nos gènes et dans les paysages qu'ils ont un jour appelés foyers. Sur certains sites archéologiques, on a retrouvé des preuves de fleurs déposées sur des corps fossilisés. Ce comportement, courant chez les humains modernes, suggère que les Néandertaliens possédaient des émotions complexes et peut-être même des croyances sur l'au-delà. En observant les traces qu'ils ont laissées, nous voyons en eux un miroir de nous-mêmes. L'intelligence des Néandertaliens ne résidait pas uniquement dans la force brute, mais aussi dans l'adaptation, la créativité et l'instinct de survie. Peut-être que ce qui nous sépare d'eux n'est pas une question de capacité, mais simplement de temps. Les changements climatiques, la compétition pour les ressources et le besoin d'adaptation ont toujours été des défis pour eux, tout comme ils le sont pour nous aujourd'hui. Comprendre comment nos ancêtres ont affronté ces difficultés peut nous offrir des leçons précieuses sur la manière dont nous répondons aux crises environnementales et sociales actuelles. Les découvertes sur les Néandertaliens n'élargissent pas seulement notre compréhension de l'évolution humaine, elles nous aident aussi à mieux voir notre propre espèce. En reconnaissant que l'empathie, la créativité et la coopération étaient partagées par nos cousins éteints, nous comprenons que ces qualités font partie d'un héritage beaucoup plus ancien, fondamental à notre survie et à notre progrès. Aujourd'hui, nous portons dans notre ADN, dans notre culture et dans notre comportement des échos de l'ère néandertalienne. La science continue de révéler de nouvelles couches de cette histoire, défiant les préjugés et élargissant notre vision de ce que nous sommes réellement. Et en regardant en arrière, nous découvrons en eux non seulement les vestiges du passé, mais aussi des indices précieux pour comprendre notre présent et façonner l'avenir de l'humanité.